Bonsoir à tous, merci à Axel pour sa coopération, merci aussi à Marie-Josée Santuri pour sa participation. Je tenais à dédier cette conférence à Louis-Pierre et plus généralement à tous ceux qui s'efforcent, qui essaient d'être des bons pères et des bonnes mères de famille. Les mœurs sont aux idées ce que les fruits sont à l'arbre, écrivait au XIXe siècle l'auteur catholique contre-révolutionnaire Monseigneur Gaume. Autrement dit, pas de bons principes, pas de bonnes idées directrices, pas de bonnes mœurs. Et pas de bonnes mœurs, pas de famille. Et c'est précisément parce que notre politique familiale à l'échelle nationale est basée sur de faux principes, ceux issus de 1789, que nos mœurs se sont progressivement dégradées. La famille est un terrain de transmission. Transmission de la bonne éducation, bien évidemment, mais aussi de la foi catholique, pour les familles qui sont catholiques. Et en dehors de la famille, ce rôle incombe aux prêtres. Et les deux, les parents comme le prêtre, ont un devoir d'apostolat. Dans une famille traditionnelle chrétienne, nous avons le père qui est le chef de famille, celui qui a autorité, qui a une juste sévérité, et puis qui travaille, bien sûr, donc qui accomplit son devoir d'État. Et puis il y a la mère, qui doit être une femme d'intérieur, doit savoir s'occuper de la maison comme de ses enfants, qui doit donc éduquer ses enfants, et qui doit avoir aussi un esprit de maternité et de sainteté. Et les deux, le père comme la mère, doivent accomplir leur devoir d'État, doivent montrer l'exemple, c'est très important, et doivent aussi savoir faire des sacrifices pour la famille, c'est-à-dire que leur propre personne doit passer en second plan dans l'intérêt de la famille. Ce qui aujourd'hui n'est pas évident, puisque nous vivons dans une époque d'ego et d'orgueil. Mettre sa personne en second plan, c'est pas si évident que ça. Quant aux enfants, ils doivent obéissance à leurs parents, ils doivent avoir ce qu'on appelle la reconnaissance du ventre. C'est le 4e commandement, honore ton père et ta mère. Dans un schéma de société classique, nous avons les gouvernants et les gouvernés. Contrairement à ce que certains utopistes démocrates veulent bien vous faire croire, qu'il devrait y avoir 65 millions de personnes qui s'autogouvernent, ce qui concrètement est impossible et ne peut mener qu'à l'anarchie. Donc il y aura toujours les gouvernants et les gouvernés, il y aura toujours la nation avec ses institutions, et puis les familles. La nation étant composée de familles, ce n'est qu'une addition de familles. Et cette famille, pour rappel, n'est que le point de départ de toute civilisation. Il ne peut y avoir de société en ordre, c'est logique, qu'à partir d'une famille en ordre. Car ce qui s'enseigne et se transmet dans la famille se reproduira forcément ensuite dans la société. Cette société qui est à l'image des familles qui la composent. C'est logique. Les grands axes de ce que doit être la famille chrétienne furent très bien dessinés dans la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, donc il y a maintenant deux millénaires, dans les chapitres 5 et 6. Que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise au Christ, de même aussi les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Vous, maris, aimez vos femmes comme le Christ aussi a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée dans le baptême d'eau par la parole de vie, pour se la présenter lui-même comme une Église glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et immaculée. De même, les maris aussi doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et la soigne, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme abandonnera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport au Christ et à l'Église, ainsi que chacun de vous individuellement aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte et même craigne son mari. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'excitez pas vos enfants à la colère, mais élevez-les dans la discipline et l'instruction du Seigneur. Fin de citation.
D'où la nécessité, bien sûr, d'éduquer ses enfants correctement, hein, mais aussi de leur donner une éducation religieuse, c'est-à-dire qu'ils aient les bases de la doctrine catholique, hein, de la foi catholique, et donc concrètement qu'ils connaissent les bases du catéchisme de Saint Pie X. Pour nous, Français, rappel historique très important, il y eut 1789 et la destruction du père de la société française à travers le régicide du roi Louis XVI le 21 janvier 1793 de triste mémoire, qui fut un véritable suicide national et dont on paie encore les conséquences aujourd'hui. Du temps de l'Ancien Régime, donc avant 1789, le roi était autrefois le père de la famille française. C'est-à-dire qu'il y avait un amour réciproque entre le roi et son peuple, hein, une affection mutuelle même. Hein. Et donc ce roi, bien que imparfait, surtout du temps de la monarchie décadente au XVIIIe siècle, hein, avec Louis XV et Louis XVI, ce roi avait tout de même un devoir de juste autorité et son intérêt personnel passait après l'intérêt général. Il était éduqué, formé, depuis le plus jeune âge, pour être dans le souci du bien commun, hein, du salut des âmes, du plus grand nombre. Et la différence est bien sûr frappante avec nos élus de la République qui aujourd'hui sont là uniquement pour se servir, et servir non pas la France, mais une nation étrangère. Et là, vous savez tous de quelle nation il s'agit. Je n'ai même pas besoin de vous faire un dessin. Père de la société, le roi, père de famille, mère de famille, autorité parentale, obéissance des enfants, tout cela, toutes ces composantes fondamentales, hein, furent attaquées une à une par la Révolution. Et ceci fut planifié dans les documents des arrière-loges de la Haute-Vente qui datent de la première moitié du XIXe siècle. Ces documents, sur la demande du pape Pie IX, furent publiés pour la première fois par le grand historien Jacques Chrétien-Joly dans son immense ouvrage en 1859, L'Église romaine en face de la Révolution. Ces documents furent aussi relayés par Monseigneur Henri de Lassus dans deux ouvrages qui m'ont beaucoup formé, hein, d'ailleurs, Le problème de l'heure présente et La conjuration antichrétienne. Les deux sont en vente aux éditions de Saint-Rémy, tout comme d'ailleurs le livre de Jacques Chrétien-Joly. Dans ces documents, on constate un complot contre la famille, contre le couple, contre le père et la mère de famille. Pour preuve, le juif franc-maçon haut initié Piccolo Tigre, évidemment c'était un pseudonyme, hein, Piccolo Tigre, avait écrit en 1822 « L'essentiel est d'isoler l'homme de sa famille, de lui en faire perdre les mœurs. Il est disposé par la pente de son caractère à fuir les soins du ménage, à courir après de faciles plaisirs et des joies défendues. Il aime les grandes causeries du café, l'oisiveté des spectacles. Entraînez-le, soutirez-le, donnez-lui une importance quelconque, apprenez-lui discrètement à s'ennuyer de ses travaux journaliers, et par ce manège, après l'avoir séparé de sa femme et de ses enfants, et lui avoir montré combien sont pénibles tous les devoirs, vous lui inculquerez le désir d'une autre existence. L'homme est né rebelle. Attisez ce désir de rébellion jusqu'à l'incendie, mais que l'incendie n'éclate pas. C'est une préparation à la grande œuvre que vous devez commencer. Quand vous aurez insinué dans quelques âmes le dégoût de la famille et de la religion, l'un va presque toujours à la suite de l'autre. Laissez tomber certains mots qui provoqueront le désir d'être affilié à la loge la plus voisine. On remarque dans cette citation une volonté des francs-maçons au degré, donc d'attiser le désir de rébellion, d'exalter l'orgueil de l'humain, d'appuyer sur les vices de l'humain, d'entraîner le père de famille vers la société des loisirs, l'hédonisme, afin que ce père de famille fuit ses responsabilités, hein, et ne soit qu'un père de famille, et ne soit qu'un homme adolescent, et non pas un père de famille responsable. Dans ces mêmes arrière-loges de la Haute-Vente, il était écrit que l'homme fait la loi et la femme fait les mœurs, ce qui est assez vrai. Et un autre initié, haut initié de la Haute-Vente, du pseudonyme Vindis, avait écrit, à peu près à la même époque, hein, toujours au début du XIXe siècle, « Pour abattre le catholicisme, il faut commencer par supprimer la femme. Le mot est vrai dans un sens, mais puisque nous pouvons supprimer la femme, corrompons-la avec l'Église. Le meilleur poignard pour frapper l'Église au cœur, c'est la corruption, à l'œuvre donc jusqu'à la fin. » Et cette volonté de corruption existait déjà
chez le haut initié fondateur de la secte des Illuminés de Bavière, Adam Weishaupt, que Wendys n'a fait que reprendre. Adam Weishaupt qui fut à l'origine du complot donc, contre la monarchie chrétienne, la révolution de 1789. Donc cette corruption des mœurs est volontairement affichée par les ariologes maçonniques de la haute vente. Corruption du mœurs en introduisant des mœurs païennes au sein des familles chrétiennes, en affranchissant ces familles du joug de Dieu, en chassant Dieu des familles, clairement, afin que l'État ait le contrôle sur ces familles désormais décomposées. Le projet maçonnique depuis 1789 vise à détruire la famille pour ensuite détruire la nation. Comment? En s'attaquant principalement au mariage. Plus précisément au caractère sacré du mariage. Pour preuve, le juif franc-maçon et ancien premier ministre de l'Angleterre au XIXe siècle, Benjamin Disraeli, avait déclaré « Le fondement de la famille chrétienne est le sacrement du mariage, le socle de toute la morale publique et privée. Les sociétés antichrétiennes sont opposées au principe de la famille. Lorsqu'elles auront détruit le foyer, la moralité de la société tout entière périra. » D'où, lors de la Révolution dite française de 1789, précisément en 1792, l'institution, la même année, en 1792, du mariage civil et du divorce. Et plus tard, le mariage civil dans les autres nations européennes, notamment par le haut initié Bismarck en Allemagne, donc bien plus tard, en 1875. Remarquons que le mariage civil est une mesure maçonnique qui fut inaugurée par le philosophe des Lumières Jean-Jacques Rousseau, donc au XVIIIe siècle. Et vous en avez la preuve dans l'immense ouvrage du père Nicolas Deschamps, Les sociétés secrètes et la société, à la page 345 du premier tome. Et le même père Deschamps avait écrit dans ce même ouvrage que le mariage civil conduit au divorce, et le divorce et les pratiques malthusiennes à l'amour libre. Et il avait malheureusement raison. Le divorce fut donc institué la première fois en 1792. Il fut ensuite aboli sous la Restauration en 1816 par le roi pourtant franc-maçon Louis XVIII. Il fut ensuite refusé démocratiquement en 1881, donc là nous sommes sous la Troisième République, pour être enfin rétabli, ce même divorce, 3 ans plus tard, en 1884, par le juif franc-maçon et avocat et député du Vaucluse, Alfred Naquet, qui avait alors déclaré « Le mariage est une institution essentiellement tyrannique et attentatoire à la liberté de l'homme, la cause de la dégénérescence de l'espèce humaine. C'est une institution génératrice de vices, de misère et de mal. Il faut lui préférer le concubinage ou l'union libre, sans intervention de l'autorité, sans consécration religieuse et légale. » Et ce même Naquet avait écrit à propos de la famille dans une lettre au journal des débats le 19 décembre 1872, c'est-à-dire 12 ans avant le rétablissement du divorce. « La famille ne peut désormais qu'être nuisible à l'homme. L'éducation de la famille neutralise les heureux effets de la mort. La famille empêche l'homme de mourir tout entier. » Alors, ceux qui avaient écrit Alfred Naquet à propos de la famille, on pourrait presque dire la même chose à propos du divorce. Et c'est là toute l'inversion morale d'Alfred Naquet et qui est propre au Talmud. Les conséquences du divorce furent fort bien décrites par le grand pape Léon XIII dans son encyclique Arcanum Divinae, qui est relayée par le père Denis Fahey, l'Irlandais, dans son très bon livre en vente aux éditions Saint-Rémy, La royauté du Christ et la conversion du peuple juif. Un livre excellent que je recommande pour bien comprendre la question juive. Et donc, à la page 23, on lit donc cet extrait de l'encyclique du pape Léon XIII, qui écrit à propos du divorce. Il rend les contrats de mariage révocables. Il amoindrit l'affection mutuelle. Il fournit de dangereux stimulants à l'infidélité. Il compromet la conservation et l'éducation des enfants. Il offre une occasion de dissolution à la société familiale. Il sème des germes de discorde entre les familles.
Il dégrade et ravale la dignité de la femme qui court le danger d'être abandonnée après avoir servi aux passions de l'homme. Ça peut être l'inverse aujourd'hui. Hein. L'homme qui est quitté et qui sert aux passions de la femme. Hein. Or, il n'y a rien de plus puissant pour détruire les familles et briser la force des États que la corruption des mœurs. On y revient. Il n'y a donc rien de plus contraire à la prospérité des familles et des États que le divorce. Et c'est malheureusement vrai. Lié au divorce, aujourd'hui, surtout au XXIe siècle, nous avons l'adultère qui, selon Monseigneur Henri de Lassus, aurait été légalisé en 1893 par la Chambre des députés. Donc, démocratiquement. Et je rappelle qu'en 1893, nous étions sous la Troisième République, que l'on a appelé la République, puisque ce fut la première à véritablement durer, et que ce fut la République la plus anticatholique, la plus anti-religieuse de toutes. Aujourd'hui, malheureusement, l'adultère, force de constater que l'adultère est entré dans les mœurs. Et pour preuve, il existe même des sites internet de relations extra-conjugales, et notamment apparemment le premier site internet de relations extra-conjugales, hein, il s'agirait du site Glidden, qui fait ouvertement l'apologie de l'infidélité. Vous pouvez le remarquer en allant, comme j'ai fait, hein, en allant sur la page d'accueil, où des gens qui se sont inscrits témoignent. Hein. Alors ils n'assument pas jusqu'au bout, puisqu'ils ne mettent pas leur visage, ils ne mettent pas leur nom. Mais ils témoignent et ils font donc l'éloge de cette infidélité. Et vous remarquerez aussi, en allant sur ce site, que Glidden, donc qui s'écrit G-L-E-E-D-E-N, le deuxième E de Glidden est une pomme qui a été mordue. Donc symboliquement, c'est clairement signé hein, par le prince de ce monde. Je crois que c'est évident. À l'échelle internationale, il existe aussi des sites internet de rencontres extra-conjugales, et notamment un qui marche apparemment très fort, le site canadien Ashley Madison, qui est détenu par le groupe Avid Life Media du juif Noël Biderman. Dans cette très vaste conspiration contre la famille, on retrouve dans la seconde moitié du XIXe siècle la création de la Ligue malthusienne vers 1878 par la franc-maçon de degré théosophe et féministe et disciple d'Elena Petrovna Blavatsky, donc qui fut à l'origine du New Age. Et donc cette théosophe et franc-maçonne, qui appartenait d'ailleurs à la société fabienne, était Annie Besant. Et donc, c'est elle qui a fondé cette Ligue malthusienne, qui prônait la limitation des naissances, l'opposition au mariage, donc déjà hein, au XIXe siècle, et le contrôle démographique, donc dans l'esprit de Malthus, hein, du malthusianisme. Et ce même esprit malthusien, vous le retrouvez à grande échelle dans l'oligarchie mondialiste, chez des dirigeants du complexe militaro-industriel, comme David Rockefeller, Ted Turner, qui est à la tête des médias américains, hein, Warren Buffett, Bill Gates, qui sont tous pour une réduction drastique de la population mondiale, dans l'esprit du malthusianisme. Toujours au XIXe siècle, le franc-maçon du Grand Orient initié à la loge La Clémente Amitié, Jules Ferry, avait déclaré « Mon but est d'organiser l'humanité sans Dieu ». Et il y est malheureusement parvenu par le biais de l'enseignement, en étant l'instigateur et même le promoteur de l'école laïque, gratuite et obligatoire. École d'abord laïque, soit dit en passant, avant d'être gratuite, obligatoire. Le projet, c'était clairement la laïcisation de l'école. Et là, nous retrouvons dans ce projet-là plusieurs francs-maçons très influents sous la Troisième République. Donc Jules Ferry, mais aussi Paul Bert, Jean Massé, qui créa la Ligue de l'enseignement, et qui dit même que cette Ligue de l'enseignement était la fille de la franc-maçonnerie. Puis nous avons aussi Ferdinand Buisson, qui présida cette même Ligue de l'enseignement. Cette laïcisation de l'école avait clairement pour but de retirer Dieu et la religion catholique de l'enseignement. Et c'est ce qui s'est produit, d'ailleurs. Un mot sur l'éducation maintenant, dont le célèbre chef d'État sud-africain Nelson Mandela disait qu'elle est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et il avait raison. Plus près de nous, en juin 2009, il y eut un rapport de l'UNESCO qui fit
la promotion des idéaux maçonniques, ce qui n'est pas étonnant du tout, puisque l'UNESCO comme l'ONU sont des créations 100% maçonniques. Mais plus grave encore, ce rapport de l'UNESCO nous fait l'éloge de la masturbation, et oui, vous pouvez le vérifier, hein, vous faites vos recherches sur Internet, qui procure du plaisir et la promotion du droit à l'avortement. Donc là, nous avons clairement, à l'échelle mondiale, un projet mondialiste de perversion dans l'éducation. Et cela rejoint d'ailleurs un document de la secte maçonnique et satanique de l'OTO, l'Ordo Templi Orientis, qui fut fondé au tout début du XXe siècle par le franc-maçon au degré allemand Theodor Heuss, et dont le mage sataniste Aleister Crowley fut le dirigeant de la branche britannique au XXe siècle, eh bien, ce document de l'OTO rejoint l'UNESCO, puisqu'il prône la sacralisation des organes sexuels, la sacralisation, et la sainteté de la sexualité. Et l'OTO recommande aux parents d'éduquer les enfants dans ce sens. Les dirigeants de l'Ordo Templi Orientis, comme ceux de l'UNESCO, ont certainement oublié ce qu'écrivait très justement il y a maintenant 2 siècles le grand auteur contre-révolutionnaire Joseph de Maistre, je cite, « Tout système d'éducation qui ne repose pas sur la religion tombera en un clin d'œil. On ne versera que des poisons dans l'État, la religion étant l'aromate qui empêche la science de se corrompre. » Nous en venons maintenant au XXe siècle, particulièrement aux années 1960, qui pour certains, dont M. Éric Zemmour, sont une période de référence pour la France. Or, ces années 1960 sont plutôt un mauvais tournant, et ce pour 3 raisons à mes yeux. La première, c'est le début du mouvement féministe, sur lequel je vais revenir. La deuxième raison, c'est le concile œcuménique et révolutionnaire de Vatican II, qui débuta en 1962 par avec le franc-maçon Roncalli, donc Jean XXIII, pour se terminer 3 ans plus tard, en 1965, avec un autre franc-maçon, Montini, Paul VI. Concernant le mariage, le Concile Vatican II inverse les priorités. C'est-à-dire que désormais, donc dans l'Église romaine de Vatican II, c'est l'amour entre le mari et la femme qui prime sur la procréation et l'éducation des enfants. Alors que, normalement, selon l'enseignement bimillénaire de l'Église, selon la doctrine catholique, selon le catéchisme Zempidis, on se marie pour procréer et éduquer les enfants. Et bien sûr, il faut que l'homme et la femme s'aiment. Ceci pourra paraître anecdotique pour ceux qui ne sont pas chrétiens, cette simple inversion. Mais dans les faits et en termes de conséquences, cela est à l'arrivée gravissime. La troisième raison de cette nocivité des années 1960, c'est selon moi la révolution de mai 68 et son idéologie libertaire, la libération sexuelle. Mai 68 qui reprit la devise de l'Ordo Templi Orientis, l'OTO, « Fais ce que tu veux », qu'avait fait sienne le mage sataniste Aleister Crowley. C'est aussi cet autre slogan libertaire, « Jouir sans entrave », qui d'ailleurs pourrait plus s'appliquer à un animal qu'à l'être humain. Et là on est dans un concept assez talmudique d'ailleurs, de l'humain. Et donc dans cette volonté de dégrader l'humain et de dégrader les mœurs. Mais 68, c'est aussi la devise maçonnique liberté, égalité, fraternité, donc cet esprit du monde qui s'est introduit au sein des familles. Et puis c'est enfin cet autre slogan libertaire, il est interdit d'interdire. Slogan libertaire qui, selon le franc-maçon Pierre Mariel, ne fut que la mise en pratique de l'enseignement de l'OTO, l'Ordo Templi Orientis. Et là, la question légitime qu'on est en droit de se poser, c'est la suivante. Est-ce que cette libération sexuelle est-ce qu'elle ne proviendrait pas des sectes et particulièrement de l'Ordo Templi Orientis?
Avec l'arrivée des femmes sur le marché du travail, ce fut la mort du patriarcat au nom d'un principe maçonnique, le principe d'égalité. Ce sont désormais des rôles interchangeables dans l'éducation des enfants, entre l'homme et la femme, et cela a conduit à des divorces de masse, à des familles décomposées, monoparentales, et si on met un petit peu tout bout à bout, rôle interchangeable, divorce de masse, famille monoparentale, plus d'autorité parentale du coup, quand on voit son enfant un week-end sur deux, c'est un peu son copain l'enfant, mais l'autorité parentale, elle n'y est plus trop. Eh bien évidemment qu'on bouscule l'ordre naturel voulu par Dieu. Après le divorce rétabli à la fin du 19e siècle, il y eut au 20e siècle toute une série d'attaques contre la famille. En 1956, avec le planning familial par le juif franc-maçon Pierre Simon. En 1967, avec la loi autorisant la contraception par le juif franc-maçon alsacien Lucien Neuwirth. En 1975, avec un grand temps fort de la conspiration contre la famille et la légalisation de l'avortement par la juive franc-maçonne du Mnaïbrit Simone Veil, et donc la loi Veil. Le véritable génocide depuis plusieurs décennies, c'est bien celui-là, celui de l'avortement. En 1982, avec le remboursement de ce même avortement par la juive franc-maçonne du Parti socialiste Yvette Roudy. En 1993, avec le délit d'entrave à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, par Véronique Neyert, encore du Parti socialiste. En 1999, avec le Pax, sous le gouvernement Jospin, donc encore un gouvernement socialiste. Plus près de nous, en 2013, avec le mariage homosexuel, en mai 2013, par la franc-maçonne guyanaise et désormais démissionnaire, Christiane Taubira. Et puis, à peu près au même moment, même un petit peu avant, la théorie du genre, d'abord sous la forme d'une proposition de l'UMP, et désormais promue par l'actuel ministre de l'Éducation nationale, la franc-maçonne et young leader, Najat Vallaud-Belkacem, elle aussi du Parti socialiste. C'est à chaque fois au nom de l'égalité et dans la logique des droits de l'homme que furent appliquées ces mesures et ces lois contre nature. Et vous remarquerez qu'à chaque fois, on nie, assez naturellement d'ailleurs, on nie les droits de Dieu et à aucun moment on ne tient compte de l'ordre naturel. Et la question que l'on doit se poser, c'est la suivante. Est-ce que tout le monde doit avoir les mêmes droits? Est-ce qu'un simple enfant doit avoir les mêmes droits que son père? Est-ce que selon la logique démocratique, quand on a 4 enfants, c'est les 4 enfants qui commandent à la maison? Est-ce que tout le monde a les mêmes droits? Eh bien, au regard de Dieu, la réponse est non. Alors que ce sont à chaque fois au nom des droits de l'homme que l'on met en place ces lois qui sont contre nature. Derrière le mariage homosexuel, il y a encore plus grave. Il y a la GPA et la PMA. Donc la GPA, gestation pour autrui, et la PMA, la procréation médicalement assistée. Et puis il y a encore plus grave que ça derrière, si on va jusqu'au bout de la logique. C'est l'adoption par ces homosexuels, qu'on appelle couple. Un couple, c'est un homme et une femme, je le rappelle. Donc là, la logique va on va même jusqu'à confier des enfants à des gens qui ne sont pas des couples, qui ne sont pas les géniteurs de ces enfants. Je vous laisse imaginer les troubles que cela peut induire. En avril 1975, la paternité maçonnique de toutes ces lois contre nature fut avouée par la franc-maçonne et grand maître de la Grande Loge féminine de France, Edwige Prudhomme, qui alors déclarait « C'est dans les loges que furent prises il y a 15 ans les premières initiatives qui conduisirent à la législation sur la contraception, le planning familial et l'avortement. Cela veut dire que, et elle dit cela en avril 1975, donc au moment de la loi Veil, cela veut dire que ces lois contre nature appliquées en 1975 avaient été élaborées, discutées 15 ans auparavant dans les loges. C'est la preuve que la franc-maçonnerie est bien le laboratoire de la société. Elle discute de lois, de projets
qui sont ensuite appliquées dans le monde profane des années plus tard. Le célèbre réalisateur américain Aaron Russo, qui appartenait d'ailleurs au Council on Foreign Relations, le CFR qui décide de la politique étrangère aux États-Unis, Aaron Russo avait donné une interview en 2007, quelques mois seulement avant sa mort, à Alex Jones. Et dans cette interview, Aaron Russo nous raconte qu'il a rencontré le célèbre banquier américain Nicholas Rockefeller. Et Nicholas Rockefeller lui pose cette question: que penses-tu de l'émancipation des femmes? Et là, Aaron Russo répond: j'ai répondu que j'étais plutôt convaincu de l'utilité de leur émancipation, qu'elles pouvaient travailler et gagner le même salaire que nous, tout comme elles avaient eu le droit de vote. Il a alors rigolé et m'a dit: tu n'es qu'un idiot. Laisse-moi te dire de quoi il s'agit vraiment. C'est nous les Rockefeller qui l'avons organisé. Nous sommes à l'origine de l'émancipation des femmes. Nous possédons tous les journaux, la télévision, la fondation Rockefeller. Tu veux savoir les deux principales raisons pour lesquelles nous avons fait cela? La première, c'est qu'avant, on ne pouvait taxer que la moitié de la population, une raison économique. La seconde, c'est que désormais les enfants vont à l'école plus tôt. Nous pouvons donc plus facilement les endoctriner et briser leur famille. Les enfants considèrent l'école, l'État et ses dirigeants comme leur vraie famille. Donc la deuxième raison est de détruire la famille. Et remarquons aussi au passage que la fondation Rockefeller a financé de multiples campagnes publicitaires pour l'avortement. Et dans ce même entretien vidéo que vous pouvez visionner sur YouTube, selon Alex Jones, la CIA, qui est dirigée depuis des années par les familles Rockefeller et Dulles, qui sont liées d'ailleurs par le sang, eh bien cette CIA aurait financé la revue féministe américaine Mrs. Magazine, donc pour détruire la cellule familiale aux États-Unis d'Amérique. Cette idéologie féministe, si on devait la résumer, l'homme est un macho, un gros blaireau, quoi, qui est respectueux de tout ce qui l'entoure, surtout de sa femme. Hein. Et la femme au foyer, c'est une sous-femme en comparaison à la femme moderne qui est séductrice. Hein, voilà, Donc l'homme est le bourreau et la femme est la victime. Hein. Donc les féministes opposent les deux. Et le grand méchant, bien sûr, c'est l'homme. Et le message qui est envoyé à la gente féminine, c'est: ne soyez pas simplement des vaches à lait, ne soyez plus des boniches, surtout pas les boniches de vos maris. Prenez-vous en main, révoltez-vous contre vos maris, révoltez-vous contre la famille traditionnelle et révoltez-vous contre l'ordre naturel, voulu par Dieu. Ce qui n'est pas vraiment difficile aujourd'hui, puisqu'on vit une époque d'apostasie généralisée où les gens ne croient plus en grand-chose, ne croient plus en rien. Donc se révolter contre Dieu quand on ne croit plus en rien, c'est pas vraiment compliqué. Dans cette idéologie féministe, la femme est l'égale de l'homme, et donc les femmes doivent travailler comme les hommes, elles doivent avoir le même travail, elles doivent être carriéristes comme eux, hein, c'est le fameux film Working Girl, là, hein, avec Mélanie Griffith. Donc elles peuvent être cadres comme eux, et elles doivent avoir le même salaire. Et cela peut même déboucher sur des injustices avec une discrimination contre les hommes à cause de ce principe d'égalité. Les féministes au sens large du terme n'ont rien inventé. Elles n'ont fait que reprendre ce que déclarait dans la pièce de Molière au XVIIe siècle, en 1662, l'école des femmes, où Arnolphe disait à Agnès, je cite, « Votre sexe n'est là que pour la dépendance, du côté de la barbe et la toute-puissance. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une est toute soumise à l'autre qui gouverne. » Déjà donc au XVIIe siècle. Les féministes n'ont fait que reprendre ces quelques versets. Si on retrace un petit peu le mouvement féministe, il y eut tout d'abord Simone de Beauvoir, donc dès les années 1950. Il y eut le mouvement de libération des femmes par Antoinette Fouque en 1970, au nom de l'égalité et contre le patriarcat. Il y eut l'activisme
le militantisme dans les années 1970-80 des Juives, Gisèle Halimi et Elisabeth Badinter. Il y eut plus tard les chiennes de garde en 1999 d'Isabelle Alonso, qui a parcouru d'ailleurs un petit peu tous les plateaux de télévision alors qu'elle représentait rien, quoi, concrètement. Un petit peu plus tard encore, en 2003, plus proche de nous, Ni pute ni soumise. Donc là, le message féministe s'adresse à la population nouvelle, issue de l'immigration, notamment aux maghrébines et aux musulmanes, afin qu'elles se révoltent contre leur mari et contre la famille. Et je vous laisse d'ailleurs apprécier ces termes. Chienne de garde, ni pute ni soumise, quoi. Bonjour l'élégance, quoi. Et donc, bien avant elle, il y eut Hubertine Auclair, que personne ne connaît. Mais cette Hubertine Auclair, militante féministe, avait milité pour le vote des femmes au XIXe siècle. Et pour justifier son positionnement féministe, elle avait déclaré en 1876 « Vu qu'elle consomme, la femme doit travailler ». Ah bon, donc un enfant qui a 10-11 ans, il consomme aussi. Donc il doit être sur le marché du travail. Et puis une personne âgée qui a 85 ans, il faut aussi qu'elle travaille alors si elle consomme. Donc c'est absurde. Voilà. Clairement, ça ne tient pas debout. Et puis elle s'en était aussi remise à la formule économique assez implacable, à production égale, salaire égal. Quant à la juive Yolande Cohen, elle n'avait aucun mal dans les années 80 à annoncer la mort du patriarcat, vu l'évolution de la société. Et elle avait déclaré en 1987, de plus en plus, les femmes sont tenues de jouer des rôles d'hommes, et ceci des rôles de femmes. La bisexualité imaginaire est de retour, balayant sur son passage l'inégalité et la stricte complémentarité des sexes. L'arrivée du troisième millénaire coïncide avec un extraordinaire renversement des rapports de force. Non seulement le système patriarcal sera mort et enterré dans la plus grande partie de l'Occident industrialisé, mais on assistera à la naissance d'un nouveau déséquilibre dans le rapport des sexes, cette fois au bénéfice exclusif des femmes. Et ce dernier point est très discutable. Et nous allons voir pourquoi. En France, nous avons en moyenne 2 enfants par foyer, par famille. Les femmes, désormais, travaillent. C'est-à-dire qu'elles travaillent dans leur entreprise. Et une fois qu'elles ont fini leur travail, elles ont double travail. Elles doivent s'occuper de la maison, des enfants, faire à manger, etc. Donc double travail, double souci, double stress. Dans la plupart des cas, il faut regarder cette réalité en face. Les femmes qui sont sur le marché du travail, quel est leur job? Employées dans le tertiaire, vendeuses, coiffeuses, caissières, femmes de ménage. Rares sont celles qui sont architectes ou PDG en entreprise. Et même celles qui vont être PDG en entreprise, bonjour le stress. Cela est certainement à mettre en relation avec la forte augmentation de la dépression en France ces dernières décennies. Et je rappelle que la France est le premier consommateur d'antidépresseurs en Europe. Et que les femmes sont statistiquement plus touchées que les hommes par le syndrome de la dépression. Alors le bénéfice exclusif des femmes dont parlait Yolande Cohen, on est en droit d'en douter. La chef de file féministe Simone de Beauvoir avait déclaré dans les années 50-60 « On ne naît pas femme, on le devient », ce qui est absolument absurde. Que je vous rassure, j'étais de sexe masculin dès l'enfance. J'ai pas commencé à être un garçon à l'âge de 3 ans ou 5 ans ou 10 ans. Dès l'enfance, je vous rassure. Mais bon, elle avait déclaré cela et cela augurait déjà à l'époque de la fameuse et catastrophique théorie du genre, qui puise son origine dans le rapport Kinsey du célèbre Alfred Kinsey, auteur de l'ouvrage Le comportement sexuel de l'homme. Alfred Kinsey qui était un inverti et qui avait pour référence Aleister Crowley et qui avait donc analysé, étudié la sexualité humaine. Je ne sais pas si c'était très bien placé pour cela, mais bon. Et donc cette théorie du genre est arrivée assez récemment chez nous en France, sous la forme, donc en juin 2011, sous la forme d'une proposition de l'UMP intitulée « Introduire dès la maternelle des séances consacrées à la mixité et au respect homme-femme ». Et cette proposition de l'UMP ajoutait «
Il faut aider les filles et les garçons à percevoir positivement leur genre et celui du sexe opposé. Et c'est à peu près au même moment que l'actuel président de la République française, François Hollande, déclarait sur son compte Twitter « Nous devons faire qu'il y ait très tôt dans l'école des informations sur la sexualité et le genre. » Et depuis, cette théorie du genre est promue par l'actuel ministre de l'Éducation nationale, la franc-maçonne Najat Vallaud-Belkacem. Les causes des maux de la société proviennent incontestablement des péchés de l'homme, mais aussi de certaines lois. Et il y en a une qui doit retenir notre attention, c'est l'ordonnance de 1945 du juge Jean Chazal sur la délinquance des enfants, où désormais l'éducatif et le préventif, l'éducatif c'est un bien grand mot, prime sur le répressif. Et concrètement, depuis cette ordonnance de 1945, sur le plan judiciaire, ce fut la non-répression de la délinquance juvénile. Ce fut la porte ouverte de la délinquance des adolescents et des enfants. À cela, ajoutons que la fessée peut être désormais réprimée par la loi. Selon l'article 222-13 du Code pénal, si cette fessée est considérée comme une violence sur mineur. Et chez nous en France, nous avons un cas qui fait jurisprudence depuis octobre 2013, où, j'en parle dans mon livre Le complot contre Dieu, je cite cet exemple, un père de famille originaire de Limoges a écopé de 500 € d'amende avec sursis pour avoir donné une fessée sur son enfant âgé de 9 ans. Eh oui. On assiste clairement à un asservissement de la population par le vice. Et cela rejoint ce qu'écrivait le haut initié Vendis, dont je vous parlais tout à l'heure, dans les documents de la haute vente, où il recommandait de populariser le vice dans les multitudes. Et il avait aussi écrit cette phrase qui symbolise à elle seule la conjuration antichrétienne par la haute maçonnerie. Faites des cœurs vicieux et vous n'aurez plus de catholiques. Quant au grand dissident contre-révolutionnaire russe Alexandre Solzhenitsyn, il déclarait au XXe siècle maintenant qu'on asservit plus facilement les peuples avec la pornographie qu'avec les miradors. Il avait parfaitement raison. D'autant que la pornographie a explosé ces dernières décennies par le biais d'Internet, qu'elle a envahi la société et que les jeunes en consomment de plus en plus. Donc on est grosso modo dans le même procédé que Vendis, d'avilir et d'abaisser l'humain par le vice. Considération qui est proprement talmudique. La femme doit désormais être séduisante pour valoir quelque chose aux yeux des autres, aujourd'hui au XXIe siècle. Elle doit être sexy. Et la femme est malheureusement devenue un objet sexuel. Nous assistons même à une sexualisation dans les rapports humains. Et ce, dès l'enfance. Et ceci fut fort bien dénoncé par l'excellent documentaire américain qui s'intitule Sexy Baby et qui est sorti en 2012 et que je recommande d'ailleurs et que vous pouvez visionner librement, gratuitement sur YouTube. Le problème, c'est que la jeunesse est dans la reproduction de ce qu'elle voit. Et ce qu'elle voit, ce sont des icônes qui sont mises en avant par les médias et qui sont très loin d'être des exemples, des modèles de vertu. Des chanteuses, des chanteurs, des actrices, des acteurs, des Madonna, des Shakira, des Johnny Depp, des Beyoncé, des Nabila, qui ont tous des comportements et une spiritualité d'ailleurs très, très douteuse. Les parents ont donc un devoir très important de sévérité et de vigilance, non seulement dans l'éducation de leurs enfants, mais aussi dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils voient, dans tout ce qu'ils touchent, dans tout ce qu'ils fréquentent au quotidien. Sauf que le projet maçonnique veut que les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. C'est ce qu'a déclaré mot pour mot la sénatrice du Parti socialiste et désormais ministre du nouveau gouvernement socialiste,
Laurence Rossignol, en avril 2013, dans l'émission Ce soir ou jamais, sur France 3, de Frédéric Tadei. Cela a fait beaucoup jaser à ce moment-là. Mais cette idée n'est pas nouvelle du tout, puisque lorsqu'on lit un compte rendu du convent maçonnique du Grand Orient en 1927, on constate qu'il était écrit à l'époque « Il faut absolument que la société s'empare de l'enfant et le mène fermement vers des fins sociales pour lesquelles il est fait. » Mais cette idée d'appartenance de l'enfant à l'État remonte encore plus loin, puisque du temps de la Révolution française, en 1789, le franc-maçon Danton avait déclaré « Les enfants appartiennent à la République avant d'appartenir à leurs parents ». Mais cette idée d'appartenance à l'état des enfants est encore plus lointaine, puisque le kabbaliste Tommaso Campanella avait écrit dans son livre La Cité du Soleil, où il rêvait d'une société parfaite, qui passait selon lui par la suppression de la famille, une société républicaine. Eh bien, dans ce livre-là, Campanella, dans La Cité du Soleil, avait écrit « Les enfants appartiennent à la communauté, à la République, sans qu'elle ait à se préoccuper de la certitude de la paternité par rapport à l'individu. » Et ce même Campanella faisait au passage l'éloge du règne de l'Antéchrist. Tout ceci s'accompagne d'une intense propagande pour la théorie du genre, pour le mariage homosexuel, contre la famille, contre l'autorité parentale, contre le patriarcat, contre le mariage, notamment avec la féministe qui fit l'éloge de la théorie du genre, Judith Butler, qui avait déclaré « Admettre la différence des sexes, c'est admettre la complémentarité des sexes. Donc la domination patriarcale, donc l'oppression et l'aliénation de la femme. » Le sociologue, professeur et promoteur de la théorie du genre en France, Éric Fassin. Ce qui est cause, c'est l'hétérosexualité en tant que norme. Il nous faut essayer de penser un monde où l'hétérosexualité ne serait pas normale. Donc pour lui, Éric Fassin, ce qui est normal, c'est l'homosexualité, qui, je le rappelle, est quand même contre nature. Hein. Et il nous faut penser que l'hétérosexualité est anormale. Donc Éric Fassin, sociologue, hein, c'est-à-dire qu'il est payé par l'État pour penser la société à notre place. Il nous dit qu'il faut penser que l'homosexualité est normale. C'est l'inverse, donc, pour lui. La réalisatrice du film Tomboy, film projeté dans les écoles primaires il y a maintenant quelques années, et cela a déclenché de vives réactions chez les parents, assez logiquement. Donc la réalisatrice de ce film avait déclaré « Il faut toucher un maximum de gens avec des messages subversifs et politiques ». Le député du Parti Socialiste et rapporteur de la loi Taubira, Erwan Binet, il faut en finir avec la filiation biologique. Il est donc pour la PMA. L'actuel président de la République française, François Hollande, une femme doit pouvoir avoir accès à la PMA parce qu'elle ne souhaite pas avoir de relation avec un homme. Le sénateur du Parti Socialiste et rapporteur du texte de loi sur le mariage pour tous au Sénat, Jean-Pierre Michel. Je suis pour la GPA accessible à tous les couples. L'actuel ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem du Parti Socialiste. Des parents, un géniteur, une gestatrice peuvent permettre ensemble la venue au monde d'un enfant. Le sénateur argentin Daniel Borillo. Le droit à l'adoption pour les couples homosexuels repose sur une filiation fondée sur la volonté humaine. Et la volonté n'a pas de sexe. Donc il suffit d'avoir la volonté. Hein. Donc si un enfant il a la volonté d'adopter, voilà, puis pourquoi pas un animal s'il a la volonté aussi. Selon l'Argentin Daniel Borillo. Le principal mécène du lobby LGBT, mais aussi du Parti Socialiste, l'inverti Pierre Berger, dans le Figaro. Moi je suis pour toutes les libertés. Louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence? C'est faire un distinguo qui est choquant. Donc pour lui, c'est choquant, si on fait la différence. Pierre Berger, qui est pour la suppression des fêtes chrétiennes, au passage. La députée du Parti Socialiste, Julie Sommaruga. Alors elle, tenez-vous bien, c'est gratiné. Il s'agit de substituer à des concepts tels que le sexe ou la différence sexuelle, le concept de genre, qui montre que les différences entre les hommes et les femmes ne sont pas fondées sur la nature, mais socialement construites.
La théorie du genre se borne à dire que les hommes et les femmes ne se retrouvent pas dans leur état biologique et se construisent autrement. Et alors là, elle conclut. Je ne vois aucun inconvénient ni pour les unions à plusieurs, ni pour les unions polygames, ni pour l'inceste. Alors imaginez un instant si c'est publiquement un catholique tradit qui dit ça, ce qu'on appelle un catholique intégriste, ou même un musulman d'ailleurs. Mais bon, avec Julie Sommaruga, députée du Parti Socialiste, visiblement c'est hard de passer, quoi. Elle dit ça dans les médias. L'ancienne ministre de l'UMP et féministe, Roselyne Bachelot, en janvier 2013. La famille est une construction sociale créée par les hommes pour dominer les femmes. Donc toujours cet esprit féministe, c'est opposer l'homme et la femme. L'enseignante à Sciences Po, Réjeanne Sénac, elle est pour revendiquer l'égalité de tous les individus, quel que soit leur sexe et leur orientation sexuelle. Et elle est aussi pour déconstruire la complémentarité des sexes pour transformer en profondeur la société. Donc sa démarche est clairement révolutionnaire. Elle vise la complémentarité des sexes, donc homme-femme, et ce au nom de l'égalité, donc un principe maçonnique. La sociologue Irène Théry. Je pense qu'en matière du lien de filiation, le mariage est devenu tout à fait secondaire. Il me paraît évident que le groupe que je préside préconisera d'ouvrir la possibilité d'adoption aux couples non mariés, parce que, tout simplement, ça va de soi. Donc pour elle, ça coule de source que les homosexuels adoptent les enfants. Bon, on est en droit d'en douter quand même, non? Enfin, je sais pas. L'avocate au barreau de Paris, Caroline Mécari, en novembre 2013. Pour pouvoir abolir le mariage, il faut d'abord que tout le monde puisse en bénéficier. Ce que vous évoquez est tout à fait envisageable. Donc l'abolition du mariage. C'est l'étape suivante. Donc elle est pour abolir le mariage. Mais pour cela, sa stratégie, c'est que tout le monde en bénéficie. Donc les homosexuels comme les animaux ou je ne sais quoi. Pourquoi pas les arbustes aussi et le lampadaire, tant qu'à faire. Et donc une fois que tout le monde en bénéficie, là on peut mieux l'abolir. C'est ce qu'elle nous dit. Elle veut l'abolition du mariage. C'est quand même incroyable, non? Ça passe comme lettre à la poste. Et elle ajoute, une proposition que je vous soumets, ce serait de disjoindre la parentalité et la conjugalité. Pourquoi ne pas proposer dès la naissance des enfants, disons juste après le sevrage, une disjonction des maisons, c'est-à-dire une résidence alternée dès la naissance? Au moins, les femmes anticiperaient une carrière maternelle comme les hommes anticiperaient une carrière paternelle, ce qui est logique. Les hommes pourraient envisager des métiers où ils seraient bien obligés, une semaine sur deux, de s'occuper des enfants. Donc en plus, les hommes, il faut qu'ils aient des métiers pour qu'ils puissent s'occuper une semaine sur deux des enfants. Et même pas les métiers qu'ils veulent. Ce qui veut dire qu'au moment de la séparation, les choses seraient donc beaucoup plus simples. Il n'y aurait plus de séparation puisqu'on serait déjà séparés. Je vous rassure, c'est pas un sketch des inconnus. C'est très sérieusement qu'elle a déclaré ça. Caroline Mécari, avocate au barreau de Paris. Donc son projet c'est ça, c'est dès la naissance des enfants, séparation de l'homme et de la femme. Donc elle anticipe déjà le divorce. C'est vrai qu'aujourd'hui, les couples qui tiennent, il n'y en a plus beaucoup. Donc voilà, mais bon, le meilleur pour la fin, c'est peut-être le franc-maçon Monseigneur Gaillot, qui a été repêché par cet autre franc-maçon, Jorge Mario Bergoglio, qui usurpe le Saint-Siège à Rome. Et donc, Monseigneur Gaillot avait déclaré en octobre 2015 dans Le Point, ce n'est pas le mariage des homosexuels ou l'accueil des divorcés qui vont détruire la famille classique. Ce qui lamine les couples, c'est le chômage, la précarité, la prison. Le mariage homosexuel n'est pas une menace pour la famille traditionnelle. Voilà ce qu'un soi-disant ministre de Dieu déclare, c'est-à-dire qu'il nous cautionne le mariage homosexuel. Quelle conclusion à tirer à partir de ce simple constat? La première conclusion, c'est que nous sommes gouvernés par des malades mentaux. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ces gens-là n'ont plus aucune notion du bien et du mal, du vice et de la vertu, de la morale. D'ailleurs, ils veulent substituer la morale laïque à la morale qui est catholique. Ils n'ont même plus de bon sens. Voilà, il n'y a même plus ça. La deuxième conclusion, et elle est à mes yeux encore plus grave, c'est que cet esprit révolutionnaire, féministe, antichrétien a malheureusement gagné les familles. Donc là, c'est plus à la tête de l'État, c'est plus nos élites,
c'est à la base de la société, malheureusement. Et la troisième et dernière conclusion, c'est que la nature de ce complot contre la famille est talmudo-maçonnique. On s'en est rendu compte à travers la documentation des arrière-loges de la haute vente au XIXe siècle, avec ces faux principes maçonniques qui servent de prétexte à des lois contre nature, mais aussi avec cette inversion morale à chaque fois qui est propre au Talmud. Et d'ailleurs, théorie du genre, mariage homosexuel, adoption par les homosexuels, tout ceci finalise le processus de destruction, de décomposition, de déchristianisation de la famille. Ce constat est terrible, mais il nous faut le regarder en face si on veut apporter les bonnes solutions. Et c'est ce que je me suis efforcé de faire dans mon dernier livre, Le complot contre Dieu, quitte à froisser certaines susceptibilités, sensibilités, à la page 216, où il est écrit « Autrefois, l'homme était le projet de la femme maternelle, cette mère aimante et dévouée à son mari, à ses enfants, à sa famille. Cette vision du couple est aujourd'hui en voie de disparition. Désormais, l'homme est le jouet interchangeable de la femme moderne séductrice qui a abandonné ses devoirs pour préférer l'hédonisme et la liberté tout en se déchargeant de ses contraintes. En ce XXIe siècle, se marier, c'est faire un coup juteux. Réaliser une affaire, avec un bon parti de préférence. Aujourd'hui, nombreuses sont les femmes qui vont au plus offrant pour satisfaire leur orgueil, montrer aux autres leurs biens matériels ou pour échapper au travail. Mais comme les couples ne reposent plus sur des fondations solides, à la moindre difficulté, ils explosent. Le mariage civil n'a rien de sacré. Dieu a été effacé des familles. Les couples ne regardent plus vers le ciel. L'affectif se fait de plus en plus rare dans les relations humaines. Les familles monoparentales sont devenues la norme. Les recomposer, une conséquence logique du divorce de masse. L'homme n'est plus en position de force. Il subit une situation qu'il ne maîtrise pas. Après maintes disputes précédant la rupture, il sombrera peut-être dans l'alcool et la dépression pour ne pas avoir su taper du poing sur la table. À présent, le désordre est général, l'absence de repères criante et l'éducation des enfants rendue compliquée. Comment être une famille unie quand mari et femme sont séparés? Comment sévir avec juste autorité lorsqu'on voit son enfant un week-end sur 2? Comment lui apprendre à prier quand tout lui est dû? Comment avancer en ordre dans la vie quand tout est désordre autour de soi? Dans la plupart des cas, c'est la femme qui s'en va, fatiguée par les tâches ménagères et peu décidée à faire les sacrifices nécessaires pour la famille, pour un homme qu'elle n'aime pas. D'autant qu'elle rêve de la belle vie exposée dans Gala, une vie de star richissime qu'aucun homme de son milieu n'a les moyens de lui offrir. Et quand à la fin du bal, il s'agit de payer les musiciens, le pourboire est bien maigre pour ces femmes séductrices supplantées par plus jeunes qu'elles. Trop nombreuses de nos jours, et heureusement, il n'y a pas que des femmes comme ça, ces femmes-là ont une part de responsabilité importante dans la déchristianisation des familles. Les francs-maçons de la haute vente eurent raison d'affirmer « l'homme fait la loi, la femme fait les mœurs ». La femme catholique est l'avenir de la contre-révolution. La solution passe donc par la famille, qui est le fondement de toute société. Il nous faut donc reconstruire la famille traditionnelle. Et ceci est l'enjeu de demain pour recréer un ordre social chrétien en vue d'une restauration chrétienne de la France. Il nous faut donc d'abord renouer en amont avec des idées, avec des principes, avec des valeurs chrétiennes. Un autre état d'esprit dans les familles, mais aussi une autre religion d'État à la tête de la nation, afin que la nation soit à l'image de ses familles et que l'esprit familial, si bien analysé et si bien décrit par Monseigneur de Lassus dans son excellent livre « L'esprit familial, dans la famille, dans la cité et dans l'État », aux éditions Saint-Rémy, cet esprit familial se retrouve à la tête de la nation, mais aussi à sa base. Les solutions à ce fléau furent avancées dans le dernier chapitre de mon dernier livre, Le complot contre Dieu, à la page 465. Parce qu'il ne suffit pas de dénoncer, il faut aussi proposer.
Il est essentiel de rebâtir la société sur la famille traditionnelle qui, une fois reconstituée, produira de véritables hommes et femmes. Les deux devant regarder dans la même direction, la bonne direction. Si le mari et son épouse ne regardent pas ensemble vers le ciel, il ne peut y avoir de famille traditionnelle. Il serait temps de revenir à ce principe éducatif majeur. Le but premier des parents est le salut des âmes de leurs enfants, et non qu'ils acquièrent une situation professionnelle confortable. Comme le bien-être spirituel prévaut sur la condition matérielle, il est donc prioritaire. Cela importe au plus haut point, car de cette reconstruction familiale dépend la résurrection nationale. Je répète, de cette reconstruction familiale dépend la résurrection nationale. Juste autorité du père, sainteté et maternité de la mère, obéissance des enfants à leurs parents, tous soumis à Dieu, tous en état de grâce. Un chef dans la société, le roi. Un chef dans l'église, le pape. Un chef dans la famille, le père. Il n'y a rien de tout ça aujourd'hui. Il n'y a pas de chef dans la société, il n'y a pas de roi lieutenant du Christ, il n'y a qu'une marionnette du cartel bancaire. Il n'y a pas de chef dans l'église, on est orphelin d'autorité. Hein? Il n'y a pas de pape. Il y a de moins en moins de pères qui ont l'autorité sur leur famille, malheureusement. Chacun a sa place dans le rôle qui lui incombe, tous dans l'obéissance du décalogue, dans les vertus théologales et cardinales, surnaturelles et naturelles, tous cherchant la justice divine sans quémander des droits, mais en appliquant ses devoirs d'État surtout. Ceci s'avère indispensable à la bonne santé d'une collectivité nationale. Dans sa majorité, le peuple souhaite le changement. Il souhaite la remise en question du système, mais n'est pas prêt pour réaliser sa propre remise en question. Et c'est là où le bât blesse. Mais on laissera le mot de la fin, non pas au complot contre Dieu, mais au grand Saint Augustin, qui fut un grand converti dans les premiers siècles et dans les premiers temps de l'Église, qui fut un père de l'Église, et qui, Saint Augustin, dans le même esprit que la lettre aux Éphésiens, a tout dit de manière limpide sur l'esprit qui doit régner au sein d'une famille chrétienne. Tu conduis et instruis les enfants avec tendresse. Tu soumets les femmes à leur mari par une chaste et fidèle obéissance, non pour assouvir la passion, mais pour propager l'espèce et constituer la société de la famille. Tu donnes autorité aux maris sur leurs femmes, non pour se jouer de la faiblesse du sexe, mais pour suivre les lois d'un sincère amour. Tu subordonnes les enfants aux parents par une sorte de libre servitude et tu préposes les parents aux enfants par une sorte de tendre autorité. Tu unis non seulement en société, mais dans une sorte de fraternité les citoyens, les nations aux nations, et les hommes entre eux par le souvenir des premiers parents. Tu apprends au roi à veiller sur les peuples et tu prescris au peuple de se soumettre au roi. Tu enseignes avec soin à qui est dû l'honneur, à qui l'affection, à qui le respect, à qui la crainte, à qui la consolation, à qui l'avertissement, à qui l'encouragement, à qui la correction, à qui la réprimande, à qui le châtiment. Et tu fais savoir comment, si toutes choses ne sont pas dues à tous est due la charité et à personne l'injustice. Et voilà, on terminera là-dessus. Justice et charité pour tous dans la société. Voilà, merci à vous pour votre écoute attentive. Et si vous avez des questions, on est là pour y répondre.